Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. 5e congrès des experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, organisé par l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso. L'événement a réuni en 2 jours, c'est-à-dire les 26 et 27 octobre dernier à Ouagadougou, plus de 400 participants sur la lutte contre les flux financiers illicites. Nous reviendrons sur ce grand rendez-vous avec notamment le président du comité d'organisation, Koniba Soma. Et puis 9e édition du Rebranding Forum Africa, c'était à Bruxelles en Belgique, les 20 et 21 octobre dernier. Les systèmes financiers africains en mutation, concilier authenticité et modernité, les chemins de l'inclusion financière, c'est la thématique qui a été retenue et qui a réuni plusieurs acteurs étatiques et non étatiques à Bruxelles. Nous reviendrons sur son contenu à travers donc des échanges sur ce plateau. Et enfin sport, 3e étape du Tour du Faso 2023, ce dimanche 29 octobre à Ouagadougou. Cela a été donc sifflé, réduite à 138 km. Cela a été couru sur un circuit fermé. Elle a été remportée par l'un de l'étape par le Belge Rutger Wouter. Nous reviendrons aussi dans le détail avec un invité sur notamment ce Tour du Faso. Ce sont donc les grandes lignes pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle l'économie. Nous l'annoncions en titre et nous y revenons. Il s'est tenu les 26 et 27 octobre à Ouagadougou le 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA sur le thème experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. Un rendez-vous marqué par des communications et des échanges autour de la thématique centrale. Nous vous proposons justement celui sur le rôle des experts comptables dans la lutte contre la corruption. Ce cadre d'échange a permis aux différents experts de proposer des solutions et faire des recommandations dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment dans notre espace, l'espace UEMOA. Sanata Siré. Quel rôle les experts comptables peuvent-ils jouer dans la lutte contre la corruption? La question était au menu des échanges de cette 2e journée du 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Selon le magistrat de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, ASELC, la corruption constitue l'un des fléaux qui impactent négativement l'économie des pays et le rôle des experts comptables est crucial pour y remédier. Ce panel était donc l'occasion pour lui d'échanger avec les participants sur l'apport des professionnels des chiffres dans la lutte contre ce fléau. Les experts comptables, j'allais dire, jouent un rôle clé dans le landerneau, j'allais dire, dans le monde financier. Ils sont au cœur donc des affaires. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'ASE entretient une certaine collaboration avec l'ONECA, donc, qui est l'ordre des experts comptables, donc afin de procéder à des audits et bien sûr pour détecter les faits de corruption et d'infractions assimilées. Et nous avons recommandé le renforcement de la collaboration entre l'ASELC d'une part et l'ONECA. Parce que quand il y a une collaboration très renforcée, cela permet effectivement des actions beaucoup plus rapides, beaucoup plus diligentes. Et la communication également, cela permet donc de mieux communiquer, de mieux collaborer et surtout donc d'avoir des résultats beaucoup plus importants dans la détection et surtout dans la sanction de la corruption. Zakaria Baïré de la Direction générale des impôts, lui, son intervention a porté sur les manifestations de la corruption et la contribution de l'expert comptable dans la lutte contre la corruption dans le secteur des impôts. Nous sommes allés sur le constat que l'expert comptable est un professionnel extrêmement important dans la transparence financière d'un pays et également dans la mobilisation des recettes fiscales pour un pays. Et au regard de son positionnement, nous pensons qu'il peut jouer un grand rôle dans la lutte contre la corruption. Et nous pensons que déjà, nous avons dit que la première des choses qu'on attend de l'expert comptable, c'est qu'il applique la tolérance zéro à la corruption et il applique également les règles d'éthique et de déontologie de sa profession. Et pour nous, sur cette base, la corruption peut être combattue dans le secteur des impôts avec la contribution des experts comptables. Ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA sur le thème « Experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites » a réuni plus de 400 experts, professionnels de la finance et de la comptabilité. L'objectif étant d'examiner, de renforcer et de valoriser le rôle de la profession comptable dans la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites.
Retour sur ce plateau et nous l'annoncions. Nous avons avec nous le président du comité d'organisation, notamment de ce 5e congrès des experts comptables qui s'est tenu à Ouagadougou, expert comptable de l'UEMOA. Et il est avec nous, Koniba Souma. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci bien. On vous a vu au four et au moulin et c'est l'heure du bilan, on dira. Absolument. David Nana, bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de Truc TV. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette plage économie. Et déjà, première question, ça va faire aussi un peu de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Bien sûr. On parle de 5e congrès des experts comptables. Pour ne pas que ce soit fermé, c'est quoi l'expert comptable? Bien, un expert comptable, selon la loi, parce que vous savez que la profession d'expert comptable est une profession réglementée, donc qui est régie par une loi, la loi 048-2005, donc au Burkina Faso. Et selon cette loi, un expert comptable, c'est celui-là qui, sans être lié par un contrat de travail auprès d'un tiers, qui fait donc profession pas à son nom et sous sa responsabilité, qui fait donc profession de vérifier et d'apprécier, de réviser et de redresser des comptabilités. L'expert comptable, c'est celui-là aussi qui peut évaluer les entreprises ou toute autre organisation. L'expert comptable aussi peut donc auditer les comptes des entreprises, des entités de façon générale. Et l'expert comptable peut donc être commissaire aux comptes. Il est en même temps, il a la qualité d'être commissaire aux comptes. L'expert comptable peut organiser et tenir les comptabilités des organisations. L'expert comptable peut aussi prester en matière donc de conseil en gestion et aussi en matière de conseil fiscal. Pour vous dire que in fine, l'expert comptable, c'est celui-là qui est le garant en réalité de la fiabilité des données financières des entités. Donc, l'expert comptable a en réalité, donc, c'est une profession qui est d'intérêt public en réalité. Voilà, c'est pour cela que c'est une loi donc qui régit donc cette profession-là, et il y a un ordre qui a été établi qui permet donc de réguler donc la profession. D'accord. Allez, David. Justement, vous parlez d'ordre. Pourquoi il faut un ordre pour les experts comptables? Justement, comme je le disais, l'expert comptable a un rôle d'utilité publique. Et étant donné donc ce rôle-là, il était normal que cette profession soit régulée, que cette profession puisse travailler selon des normes bien établies et que cette profession puisse respecter un certain nombre d'éléments d'éthique et aussi de déontologie qui sont applicables donc à la profession, de telle sorte à ce que la garantie que nous recherchons du point de vue donc des données financières des entités, que cette garantie-là puisse être établie effectivement. C'est pour cela que un ordre a été créé pour permettre donc de réguler cette profession-là, notamment déjà à l'admission, faire en sorte que ceux qui vont être admis dans cette profession-là soient des personnes qui ont la qualité nécessaire pour faire ce travail-là, et aussi que l'on puisse s'assurer que ceux qui sont admis donc dans la profession vont continuer à se former, vont donc maintenir un niveau de formation qui puisse leur permettre donc de continuer à fournir ce niveau de garantie là qu'on attend d'eux, et aussi que évidemment on puisse régulièrement faire la revue de ce que ces professionnels-là font, et que s'il y a des manquements, que des sanctions soient prises, de telle sorte à ce que, bien entendu, les experts comptables soient effectivement les professionnels de haut niveau qui puissent effectivement apporter la garantie qu'on attend d'eux par rapport donc aux données financières des entités. Voilà pourquoi donc cet ordre-là est établi pour pouvoir effectivement réguler donc la profession. Il faut savoir que un ordre, bien entendu, travaille pour l'intérêt public. Un ordre n'est pas établi pour défendre des professionnels. Par contre, un ordre est établi pour défendre une profession,
pour travailler pour l'intérêt public en réalité. Donc défendre la profession, c'est pas défendre les professionnels, c'est plutôt faire en sorte que ces professionnels-là puissent maintenir un certain niveau de qualité, un certain niveau donc d'éthique et de déontologie qui puisse garantir justement cette qualité-là. Et quand on parle d'experts comptables, beaucoup disent « Ah, ça ressemble à un cercle bien fermé ». Qu'est-ce que vous répondez ? Bien sûr, l'expert comptable, la profession d'expert comptable, évidemment, c'est une profession noble, comme je vous l'ai dit, par donc la définition de la profession de l'expert comptable. Évidemment, on attend de l'expert comptable un certain comportement d'éthique et de déontologie. Évidemment, ça fait que de l'extérieur, les gens pensent que c'est un milieu fermé. Et puis, il y a aussi le fait que pour accéder à cette profession-là, il faut quand même faire de longues études. Il faut faire 8 années d'études minimum dans le système que nous avons aujourd'hui pour donc accéder à cette profession-là. Si bien que, bon, on a l'impression que c'est une profession fermée, mais en réalité, il faut beaucoup de courage, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation pour pouvoir parvenir et pour pouvoir parvenir à être expert comptable. Si bien que on a l'impression que c'est fermé parce que c'est pas aussi facile de devenir expert comptable. On en compte combien comme ça, les experts comptables au Burkina? Les experts comptables au Burkina, on est autour de 124 personnes inscrites donc au tableau de l'ONECA. Parce que pour être expert comptable, il faut d'abord être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso pour ce qui concerne le Burkina Faso. Même si vous êtes diplômé, si vous avez le diplôme d'expertise comptable, vous ne pourrez pas vous faire appeler expert comptable. Il faut d'abord être inscrit au tableau de l'ordre pour qu'on puisse vous appeler, pour que vous puissiez avoir le titre d'expert comptable. Tout à l'heure, vous disiez que c'est ce qu'on constate aussi, la plupart d'entre vous interviennent un peu comme des fonctions à caractère libéral. Est-ce qu'il peut arriver que l'expert comptable soit l'employé d'une entreprise? Un expert comptable, comme je le dis, si vous êtes expert comptable, c'est que vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Et si vous êtes inscrit au tableau, vous pouvez travailler soit de façon libérale ou vous pouvez être employé dans un cabinet d'expertise comptable. Mais vous ne pouvez pas travailler dans une entité autre qu'une société d'expertise comptable ou de comptabilité et puis vous faire appeler expert comptable. Si vous allez travailler dans une entité autre, évidemment, vous ne serez plus expert comptable. On va vous appeler tout simplement diplômé d'expertise comptable. Justement, on va revenir sur ce que nous tiens aujourd'hui, c'est le 5e congrès des experts comptables de l'UMOA. C'était la dernière fois, c'était le Mali. Oui. C'était le Mali. Le contexte burkinabé était un peu plus difficile aussi, mais on l'a tenu quand même. Bien sûr, on a tenu donc à relever ces défis. C'est vrai que le contexte est un peu difficile, mais nous avons voulu montrer que même au regard de ce contexte-là, et étant donné ce contexte, on peut quand même faire de belles choses, on peut organiser ce genre de manifestations, et l'ONECA l'a bien démontré qu'il y a des ressources de qualité au sein donc de l'ordre qui peuvent effectivement faire de belles choses. Et je pense que les appréciations que nous avons reçues nous font en tout cas savoir que le travail en tout cas a été bien fait et que le congrès a été une réussite. Vous annonciez, je me rappelle à votre point de presse, annonciateur aussi de ce 5e congrès-là, que vous attendiez en gros 400 participants, si ma mémoire était bonne. Oui. Vous les avez tenus? Oui, pas tout à fait. On n'a pas eu forcément les 400 personnes qu'on attendait, mais on a dépassé donc les 300. Okay, ce qui est quand même une bonne note, à mon avis, pour les congrès des experts comptables de l'UMOA. Si tu permets, moi je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur le thème qui a marqué ce 5e congrès-là. C'est bien expert comptable et lutte contre les flux financiers illicites dans la sous-région. Tout de suite, ça m'amène à poser la question, qu'est-ce qui a motivé ce choix et puis aussi, quel est l'état des lieux dans notre sous-région en ce qui concerne ces flux illicites-là? Oui, alors, ce qui nous a guidés au choix donc de ce thème-là, c'est bien entendu le contexte
que nous avons. D'abord, par la réalité de ces flux financiers qui gangrènent nos économies, parce que selon les études, une des études de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, il a été montré que l'Afrique perd au moins 50 milliards de dollars chaque année par le biais justement des flux financiers illicites. C'est beaucoup d'argent qui aurait pu être utilisé pour le développement donc, de nos pays. Et d'ailleurs, on dit que cela correspond à peu près à l'aide publique au développement que reçoit toute l'Afrique. Donc ça veut dire que si on avait ces 50 milliards de dollars, on aurait pu même se passer de l'aide au développement. Pour vous dire qu'il y a quand même un gros problème donc, à ce niveau et des actions doivent être entreprises pour en tout cas limiter ces flux financiers illicites. Et on a aussi le contexte lié donc au terrorisme. Vous savez que c'est un phénomène qui se finance en partie aussi par les flux financiers illicites. Donc pour nous, il était de bon ton, en tout cas normal, que l'on puisse s'intéresser effectivement à ce fléau-là qui gangrène effectivement les économies et qui crée suffisamment de problèmes donc à nos pays. Et la question centrale, c'était le rôle de l'expert comptable, ce qu'il peut justement dans la lutte contre ces flux financiers illicites-là. Oui. Qu'est-ce qui en ressort ? Parce que c'était ça le nœud de la rencontre, de ce 5e congrès. Alors, il faut aussi dire que vous avez ce qu'on appelle le GAFI, c'est le groupe d'action financière, qui est l'organisme qui met en place les normes de lutte en matière de lutte contre les flux financiers illicites, contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, etc. Et cet organisme a défini les normes donc au niveau international et fait régulièrement des revues dans les différents pays pour s'enquérir, bien entendu, de l'état donc des dispositifs mis en place pour lutter effectivement contre ces fléaux-là. Et les évaluations qui ont été faites par le GAFI a fait que nos pays, en tout cas un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest ont été placés sur la liste grise, bien sûr, de cet organisme-là. Et la conséquence, c'est que, évidemment, ça peut freiner un peu les ardeurs des investisseurs et l'appréciation même que l'on peut avoir de façon globale sur notre économie. Et donc, le gouvernement a entrepris de mettre en place des actions correctives pour pouvoir résorber donc cette situation, faire en sorte que l'on puisse sortir donc de cette liste-là. Et les experts comptables ont un grand rôle à jouer justement dans ces actions qui sont en train d'être mises en place, et aussi bien d'autres professionnels comme les avocats, les notaires, les huissiers, etc., qui ont aussi un rôle à jouer. Et nous avons voulu prendre à bras le corps effectivement le rôle qui nous revient, de telle sorte à faire en sorte que nos membres soient suffisamment édifiés et qu'ils puissent effectivement mettre en leur sein, au sein donc de leur cabinet, un dispositif leur permettant de lutter efficacement contre les flux financiers illicites. Je pense que lors des échanges, notamment concernant le Congrès, ce qui ressortait, c'est que c'est vrai, il y a ce qui peut être contrôlé, mais c'est qu'il y a une bonne partie aussi de ces flux, je pense que vous le disiez tout à l'heure aussi à petit mot, qui échappe à toute comptabilité, c'est-à-dire qui passe par des circuits vraiment insoupçonnés. Là, ça devient un peu compliqué. C'est vrai qu'on a un handicap dans nos pays, parce que nous avons un secteur informel très développé, ce qui fait que les personnes qui agissent donc dans ce secteur-là, très souvent ne tiennent pas de comptabilité ou ont du mal à tenir une comptabilité. Ce qui fait que, évidemment, ça rend cette lutte-là un peu plus difficile à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a des actions qui sont prises de telle sorte
à amener au fur et à mesure les acteurs de ce secteur-là à sortir effectivement de l'informel. Vous avez ce qu'on appelle donc les CGA qui ont été mis en place, de telle sorte à pouvoir accompagner les très petites entreprises et faire en sorte que elles puissent effectivement... Les centres de gestion agréés. Voilà, les centres de gestion agréés, qu'elles puissent effectivement tenir une comptabilité. Et évidemment, nous sommes en train d'aller vers donc la mise en place du visa des états financiers. Et cela va permettre effectivement d'avoir plus de garanties sur les états financiers qui sont produits par les différentes entités, parce que cela demanderait à ce que un expert comptable puisse effectivement donner une attestation, donner une appréciation sur les états financiers qui sont produits et qui vont être déposés donc auprès de l'administration fiscale. Et l'expérience a été menée dans d'autres pays et on a vu que ce dispositif a permis de booster les recettes fiscales qui dans certains pays sont passées du simple au triple. Donc pour vous dire que c'est un dispositif qui peut beaucoup améliorer donc les finances publiques, qui peut aider effectivement à lutter contre les flux financiers illicites. D'accord. Quand on suivait aussi ce congrès, notamment à travers les communications, cette lutte contre les flux illicites là, on appelle beaucoup à votre éthique et à votre déontologie. Je veux dire aussi, quelles sont les obligations pour un expert comptable? Je prends le cas concret, s'il a d'aventure un de vos clients est dans ces pratiques-là, quelles sont les obligations pour vous et parfois quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Oui, alors d'abord un expert comptable, c'est un professionnel et il doit exercer comme son nom l'indique. Il doit être professionnel de bout en bout. Il y a des normes de travail qui sont établies parce que nous travaillons, comme je l'ai dit, c'est une profession réglementée et nous travaillons avec des normes qui sont bien établies. Et l'expert comptable doit, dans le cadre donc de l'exercice de sa profession, doit appliquer effectivement les normes qui sont édictées pour donc la profession et il ne doit pas s'écarter donc de ces normes-là. Il y a des normes professionnelles, les normes en matière de diligence à mettre en œuvre, il y a les normes d'éthique, les normes de déontologie qui sont en place, qu'il doit effectivement appliquer. Un expert comptable qui applique les normes professionnelles ne devrait pas avoir de problème à exercer sa profession et à effectivement respecter l'éthique et la déontologie. Et c'est vrai que la question que vous posez nous demande effectivement, demande aux experts comptables d'être rigoureux sur le travail donc qu'ils font. Et à notre niveau, je pense qu'il n'y a pas des difficultés justement à mettre en œuvre donc les normes. Et de toute façon, comme je l'ai dit, l'ordre a donc le rôle de régulation donc de la profession. Et bien entendu, ceux qui vont s'écarter donc de ces normes-là peuvent être sanctionnés sans aucun problème par les dispositifs qui sont en place au sein de l'ordre. C'est vrai que tout à l'heure, David peut-être mettait le doigt sur un élément. On était ensemble lorsqu'on avait, lors d'un entretien avec un expert comptable du Mali, je pense. C'est ça. Une dame qui disait, par exemple, qu'il y avait l'obligation de dénonciation, par exemple. Mais ça met aussi quelquefois l'expert comptable dans des situations un peu difficiles. Oui, c'est vrai que pour ce qui concerne donc les flux financiers illicites, le blanchiment des capitaux, etc. Et justement, le dispositif législatif et réglementaire que nous avons au Burkina oblige, par exemple, les experts comptables à faire des déclarations de soupçons. Ce n'est pas seulement les experts comptables, d'autres acteurs de l'économie aussi ont la charge donc de faire cette déclaration de soupçons. Et évidemment, nous sommes astreints donc à cette obligation-là. Et les professionnels que nous sommes, comme je l'ai dit, si nous agissons effectivement de façon professionnelle et on a l'obligation d'agir de façon professionnelle, évidemment, ces déclarations-là, nous devons le faire et nous le faisons régulièrement. Maintenant, à savoir, est-ce que
il y a des risques que nous puissions effectivement, quand on fait ce type de déclaration, est-ce qu'il y a un risque? Évidemment, il y a des risques, mais je pense que nous sommes couverts donc par la loi. La loi, effectivement, protège ceux qui font ce type de déclaration, puisque en aucun cas, l'auteur donc d'une déclaration de soupçon ne peut être l'information, en tout cas sur l'auteur de la déclaration, ne peut être divulguée en aucun cas. C'est vrai qu'il y a ce risque-là, que peut-être de menaces, peut-être, entre griffes, mais est-ce que aussi vous ne courez pas le risque aussi de perdre aussi des clients? Parce que si avec vous, on sait qu'on n'est pas dans la légalité et que vous devriez peut-être dénoncer, est-ce que le client n'est pas tenté d'aller vers d'autres personnes qui ne sont pas forcément des professionnels de votre secteur? Oui, évidemment. Nous, en tant que professionnels, nous faisons ce que nous avons à faire. La profession que nous exerçons, c'est pas seulement pour gagner de l'argent. On n'agit pas juste pour gagner de l'argent. Mais comme je l'ai dit, on agit aussi quelque part pour l'intérêt public. Et c'est cela que le professionnel devrait mettre en avant. On peut perdre peut-être un client, mais on reste donc dans les normes de travail, on reste strictement professionnel, ce qui grandit en réalité la profession et vous permettrait certainement de gagner d'autres marchés. Par contre, si vous laissez aller et que vous faites des choses qui sont donc en contradiction avec la loi, en contradiction donc avec les règles professionnelles, évidemment vous attirez donc des difficultés. Parce que vous pourrez être sanctionné, vous allez donc, vous pouvez être radié même de l'ordre, et cela vous empêcherait évidemment d'exercer la profession. Je pense que cela va être beaucoup plus lourd que de perdre un ou deux marchés. Donc en clair, quand on parle de ce 5e congrès, vous en retenez un bilan assez satisfaisant, que ce soit en termes de participation, en termes de contenu et de propositions. Oui. Alors, en termes de bilan, c'est vrai que on avait dans ce congrès-là au moins 5 panels qui meublaient donc le congrès, ce qui nous a permis en tout cas de faire donc le tour donc de toutes les questions liées justement à la lutte contre les flux financiers illicites. Et il y a donc un rapport que nous avons produit qui pourrait évidemment être mise à la disposition de toute personne intéressée, qui pourrait donc édifier effectivement ces personnes et qui pourrait même être utilisée par les autorités dans le cadre de la lutte contre les flux financiers illicites. Dans tous les cas, nous pensons que effectivement ce congrès-là a été bien apprécié par les professionnels de la sous-région et même hors de la sous-région, parce que nous avions aussi des professionnels venant d'autres pays, donc d'autres régions de l'Afrique, et cela a été bien apprécié. Et il nous reviendrait certainement de pouvoir décliner tout ce qui a été dit lors de ce congrès-là en termes de formation au sein donc de nos ordres, pour faire en sorte que l'on puisse effectivement aller plus loin encore dans la formation, dans l'information des experts comptables, et faire en sorte que effectivement ils puissent intégrer tout ce qui a été dit, les dispositifs en matière de lutte contre les flux financiers illicites au sein donc de les cabinets. Dernière question, David Nana. D'accord. Il est clair que vous, avec l'éthique et la déontologie, vous allez jouer proprement votre fonction dans les règles de l'art. Est-ce que de l'autre côté, vous sentez l'accompagnement? Parce qu'après aussi la difficulté, surtout dans le contexte dans lequel on est, est-ce que le législateur il vous accompagne comme il se doit? Oui, le législateur nous accompagne, mais c'est vrai aussi que des difficultés persistent. Nous avons par exemple le fait que toutes les sociétés anonymes doivent avoir un commissaire aux comptes. Les sociétés anonymes qui se créent dans les papiers ont un commissaire aux comptes, mais en réalité ne font pas intervenir le commissaire aux comptes.
Et souvent même, la société est créée avec le nom d'un expert comptable comme commissaire aux comptes, mais l'expert lui-même n'est pas informé qu'il est nommé commissaire aux comptes de cette société-là, si bien que, il n'intervient pas. Et il y a, selon les dispositions législatives que nous avons au sein de notre pays, il y a que même les sociétés à responsabilité limitée qui atteignent un certain nombre, qui remplissent un certain nombre de conditions, devraient avoir un commissaire aux comptes, mais cela n'est pas effectif. Parce qu'en réalité, cette disposition-là existe, mais il n'y a rien derrière qui permet de contrôler et de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Faire en sorte que la société anonyme puisse effectivement montrer qu'elle a bénéficié de l'apport, en tout cas du travail d'un commissaire aux comptes, qu'elle a un commissaire aux comptes qui contrôle régulièrement donc ses comptes, ou encore la SARL qui remplit les conditions a effectivement fait appel donc à un commissaire aux comptes. Il n'y a rien derrière qui contrôle ces obligations-là, si bien que il y a un certain nombre d'entreprises qui se plaisent à ne pas remplir donc ces conditions-là. Et donc en clair, on fait croire qu'il y a vos services qui sont derrière et non, et dans la réalité, rien. Oui, pour cela, on a besoin évidemment de l'appui des pouvoirs publics pour faire en sorte que, évidemment, on puisse s'assurer que les sociétés remplissent effectivement les conditions qui sont édictées donc par la loi. Peut-être qu'ils ont la volonté de le faire. Ça pourrait se faire comment? On sait que chaque année, il y a un bilan qu'il faut déposer. Est-ce qu'il faudrait peut-être demander que ce bilan soit certifié par un autre ou bien? Oui, on pourrait par exemple demander à ce que ces entités-là puissent aussi produire le rapport du commissaire aux comptes. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être réglé avec la mise en place du visa financier, parce que dans le projet du dispositif qui est en train d'être mis en place, sinon c'est quelque chose qui a déjà été acté par la loi. Maintenant, il s'agit d'implémenter ça. Dans l'implémentation, on devrait faire en sorte, en tout cas, que ces sociétés-là puissent effectivement produire le rapport du commissaire aux comptes, et que les sociétés, les entreprises qui n'ont pas besoin d'avoir un commissaire aux comptes vont produire effectivement une attestation de l'expert comptable qui apprécie bien entendu les états financiers qui vont être déposés auprès de l'administration fiscale, et aussi qui vont être transférés auprès donc de la BCEAO pour donc constituer les statistiques économiques donc de la zone UEMOA. D'accord, on comprend. Donc ça veut dire qu'il y a des encadrements qu'il faut maintenant opérationnaliser. Voilà, il faut opérationnaliser. Ça est en train de se faire. On espère que ça va se faire très vite, pour que, évidemment, l'expert comptable puisse jouer entièrement son rôle et pouvoir effectivement lutter, en tout cas contribuer à lutter contre les flux financiers illicites. En tout cas, merci à vous, Koniba Soma, d'être passé sur ce plateau. On vous a suivi pendant quelques jours quand même avec ce 5e congrès, puisque rappelons que True TV était média partenaire. On a pu faire vivre tout cela aussi à nos téléspectateurs à travers reportages et entretiens. Plateau, ça a été un plaisir aussi de vous recevoir ce soir. Merci. Merci à vous. Ouais, c'est un plaisir partagé. Et David, vous allez rester avec nous parce qu'on parlera toujours économie, mais on pourra donc accompagner M. Koniba Soma avec cette fois-ci un autre rendez-vous. Celui-ci s'est fait en Belgique et c'est c'était la 9e édition du Rebranding Africa Forum, la RAF comme on l'appelle, et il faut préciser qu'il y a eu quand même d'importantes présences avec par exemple le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Il y a eu aussi une importante délégation qui était venue du Cameroun, qui elle aussi donc a marqué sa présence. Et pour ce rendez-vous-là, Rebranding Africa Forum, il n'y avait pas moins de 23 communicateurs, et non des moindres. Et
Il faut aussi préciser qu'il y avait en gros 3 grands panels et la grande thématique pour ce qui est de cette 9e édition du Rebranding Africa Forum, c'était bien la question évidemment toujours des finances et axé cette fois-ci sur certains éléments que je tente de retrouver, mais je suis rejoint par quelqu'un qui y a pris part. Il s'agit de Abdoulaye Tao, 9e édition de Africa Rebranding Forum. On en parle. Bonsoir Tao. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai dit à David de rester pour m'accompagner. On devrait logiquement aussi avoir l'initiateur parce que c'est très important de le dire. Thierry Haute qui depuis se bat pour ce rendez-vous-là permet de donner un autre visage de l'Afrique à ceux qui sont ailleurs, mais permettre aussi ces connexions. C'est un genre de rendez-vous, on dira nord-sud, on dira ce qu'on voudra, mais étatique, non étatique, expert, tout le monde s'y trouve pour parler des possibilités qu'offre ce continent-là. En tout cas, Tao, merci d'être avec nous. Et quand on regarde, déjà pour commencer, vous y avez été pour cette 9e édition. Il y a souvent des clichés qui sont forts. Quand on va à l'extérieur, c'est que nous, États, ou je parle de structures étatiques ou non étatiques, quand elles y vont, le regard n'est pas forcément le même. Je parle du regard du sérieux. Est-ce que c'est quelque chose qui continue? Je pense que peut-être que c'est ce regard-là justement que le rebranding et rebranding Africa Forum essaie de changer, parce que il s'agit, comme l'a dit le fondateur du rebranding, de changer le narratif en fait sur le développement du continent. Et ceux qui peuvent changer ce narratif-là, ce sont les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les Africains. Les Africains d'abord et ensuite avec leurs partenaires. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est qu'elle se tient au cœur de l'Europe. De l'Europe. Bruxelles. C'est ça. Qui est une sorte de carrefour qui permet à tous ceux qui viennent, en plus de venir pour le rebranding, ça leur ouvre des opportunités de faire d'autres rencontres dans cette capitale européenne. Et je pense que l'idée, en fait, première du rebranding, c'est ça. Présenter autrement l'Afrique qui progresse, changer les paradigmes et permettre aux acteurs, aux Africains eux-mêmes, de se prononcer sur leur développement, de partager leur expérience et aussi de diversifier, j'allais dire, des sources de financement de nos économies. Je le précise encore, Thierry Haute, qu'on devrait avoir pour cet échange-là, mais pour des petits problèmes techniques, mais ce sera que partie remise, je pense qu'on pourra le faire, mais on va toujours tabler, parce que vous y avez participé et à partager cela. La thématique, c'était la question de l'inclusion financière, qui constitue évidemment un défi lorsqu'on parle de nos systèmes financiers africains. On sait que vous, c'est l'économiste du FASO, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez très souvent, notamment avec nos entreprises sur le continent. Est-ce que cette inclusion-là, on sent un vrai gap pour ce qui est de nos marchés ici, pour ce qui est de nos institutions avec l'étranger? Bon, la première question, c'est de savoir pourquoi de plus en plus on parle d'inclusion financière. Donc ça veut dire qu'il y avait un gap. Il y avait des gens qui étaient exclus du système financier classique. Il y a un exemple qui a été donné sur place, par exemple, comment on appelle ça, il y a une représentante d'une institution africaine qui était là-bas qui disait que seulement 20% des Africains étaient dans le système financier classique, c'est-à-dire les banques. Et tout le reste, c'est dans plutôt l'informel. Voilà. Donc depuis quelques années, on sent que ces personnes exclues-là, il faut les récupérer, les insérer dans le système normal, pas classique, normal. Voilà, la question c'est de savoir comment on fait. Et je pense que tout le débat à cette 9e édition, c'était de savoir comment les banques traditionnelles peuvent aider à réduire ce gap-là, c'est-à-dire à intégrer plus de personnes. Vous voyez la femme qui est à Zabrdaga ou bien le paysan qui est à Falangoutou, son réflexe, c'est pas d'ouvrir un compte bancaire. Alors qu'on sait que c'est important en matière d'accès au crédit. C'est des institutions qui, les banques disposent de ressources qui peuvent mettre à la disposition des gens qui ont des besoins d'investissement. Donc, comment on fait ce lien-là? Toute la question, c'était de voir comment les institutionnels
les banques et comment les autres acteurs, système financier décentralisé, les institutionnels, c'est les banques centrales, les banques de développement, comment tout ce monde-là qui s'est retrouvé à Bruxelles, on peut mettre en balance nos préoccupations, nos objectifs, nos difficultés, comment on partage et comment on essaie de résoudre. Et je pense que le débat était intéressant à plus d'un titre parce que ça a permis de voir que, là j'anticipe un peu sur certaines de vos questions, que les banques doivent s'adapter. Parce qu'ils ont parlé des banques traditionnelles qui est l'avenir. Voilà, les banques doivent s'adapter et que pour s'adapter, il faut qu'on ait des outils innovants, et les outils innovants aujourd'hui, c'est entre les mains des fintechs. Et les fintechs, c'est tous ceux qui sont dans les nouvelles technologies des paiements et des transferts. D'accord. David ? Oui, justement, en parlant de ce thème qui disons-le, est très intéressant. Alors, ce que moi je veux savoir, c'est les solutions classiques, les solutions traditionnelles étaient toujours évoquées parce que la question de l'inclusion financière ne date pas d'aujourd'hui, mais je veux dire de façon innovante et surtout avec cette 9e édition, qu'est-ce qui se dégage en termes de solutions innovantes pour pouvoir intégrer le plus possible? Je pense que la préoccupation d'un certain nombre d'acteurs, c'était de voir comment on amplifie. Comment on amplifie? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus. Comment on amplifie? Mais il y a déjà des innovations qui sont en cours. Par exemple, si vous prenez l'expérience de l'Afrique centrale, c'est l'Afrique de l'Est, et de l'Afrique centrale du moins, et sur 6 pays, il y a 3 pays qui mettent en partage un système de paiement transfrontalier. Qui va permettre, vous savez que c'est autour des frontières, des communautés, les producteurs, pour que les gens puissent échanger, faire des paiements, des transferts, etc. Donc ça, c'est vu comme un système pilote. Si l'expérience aboutit, je pense que tous les pays de l'Afrique centrale pourraient éventuellement le prendre. Il y a eu des cas de paiement qui ont été aussi évoqués. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui par rapport au système classique, et ça, c'est un des participants burkinabés, qui n'est pas le nommé Vista, qui était là-bas, qui pose la question, aujourd'hui, vous êtes en Europe, vous êtes un immigré, enfin un expat africain, vous voulez faire venir de l'argent, vous êtes obligé de passer par le système classique avec tous les frais. Ça peut être un frein au transfert. Quelle solution on peut trouver? Et eux proposent une solution pour résoudre cette hésitation. Des gens qui regardent les charges souvent qui sont assez élevées pour un certain nombre de comment on appelle ça, d'opérations. Donc ce sont des innovations comme ça qui sont discutées, qui ont été discutées, et chacun essaie de voir quelle solution est la plus appropriée pour son pays ou bien pour son business. Et justement, quand on regarde un peu le modèle de financement, on va dire de nos économies africaines, quand on regarde, parce que quand on parle d'inclusion financière, c'est avoir des services qui soient adaptés aux personnes qui sont exclues du système, qui sont des pauvres, qui sont des personnes de revenus faibles, voilà. Mais comment on adapte? Quand on regarde nos pays, par exemple, il y a des éléments. Pour être reconnu, il faut avoir au moins un papier, il faut exister. Ça aussi, c'est beaucoup de faiblesses qu'on a. Il y a beaucoup qui trouvent, par exemple, le moyen de contourner. Vous les voyez, ils ont je ne sais pas comment ils font pour avoir des comptes mobile money, mais quelquefois, on a du mal même à capter ces personnes. On a du mal à les atteindre. Ça devient toute une difficulté. Je pense que vous posez très bien le problème. Comment on capte ces gens-là? On capte ces gens-là, effectivement, en prenant en charge leurs préoccupations. Quelle est la préoccupation? Par exemple, moi je vais vous prendre un exemple très simple qui est valable pour nous ici sur le plateau. Qui de nous n'a jamais fait de tontine? Ou qui ne fait pas de tontine? Mais jusqu'à présent, vous voyez, les outils modernes, personne n'a essayé de résoudre. Pourtant, on est des cadres, on a des comptes en banque, on a des comptes d'épargne, mais on est toujours dans les tontines parce que ça permet de résoudre. Mais est-ce que vous savez combien de milliards circulent dans les tontines tous les mois au sein des populations? L'innovation technologie justement, les fintech doivent pouvoir, et même les banques doivent pouvoir justement prendre ces préoccupations en charge, dire non, on vous propose une solution qui est efficace, sécurisée et pas trop chère.
Et ça permet d'avoir de l'argent qui est sécurisé et même de doper l'activité des personnes concernées. Donc, le but du G, en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, là, avec les moyens de paiement, vous avez vu les mobile money qui se développent, justement, il faut... Et je pense que l'enjeu, ça a été dit par un des intervenants au forum, l'enjeu aujourd'hui, c'est les mobile money, paiement et transfert. Il faut peut-être qu'on aille au-delà. Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le réseau qui est quelque part dans un village très reculé, qui a besoin de faire un dépôt, il n'y a pas de problème, qui a besoin de faire un transfert, mais s'il a besoin d'un crédit pour résoudre un problème rapidement, comment on fait? S'il a besoin d'une assurance, comment? Alors que dès qu'il y a accès, c'est fini, il est fidélisé. Voilà, donc c'est ça. Il faut prendre les préoccupations des gens en charge sur la base d'outils technologiques facilement manipulables, bien sûr. Parce que la question que vous avez peut-être me poser, mais dans un contexte où les gens ne sont pas très alphabétisés, comment on fait? Donc, ce sont des préoccupations qu'il faut prendre en compte. Et je pense que le débat a été très bien posé. Maintenant, les gens vont rentrer dans les laboratoires, on espère, pour voir comment on prend en charge ces préoccupations pour permettre au plus grand nombre d'Africains d'être dans le système financier que nous sommes maintenant. Justement, quand on regarde, et après vous allez poser la question, c'est un peu ce qu'il y avait dans, je ne sais pas si c'était le deuxième panel, hein, si je ne m'abuse, le deuxième grand thème, c'est dit l'obligation pour ce qui est de ces banques-là de se réinventer. Sinon, par impossibilité de tout capter, ça sera un peu plus difficile pour elles. Comment se réinventer? Et je pense que on se pose nous-mêmes la question, les médias aujourd'hui, face au débat, au boom technologique, comment on fait pour s'adapter? TTV aujourd'hui propose plusieurs solutions. Audio, télé, vous voyez, ça c'est l'adaptation. Les banques aussi sont obligées de faire cette adaptation. Aujourd'hui, quand vous regardez, je suis obligé de citer un exemple, quand vous regardez les banques, chacun essaie d'avoir son moyen de paiement. Ça, c'est déjà un premier pas parce que on sent que l'avenir se trouve dans ces moyens de paiement, de transfert facile à faire. Aujourd'hui, si vous êtes sur Coris Money, c'est ça, hein, Coris Money on dit, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Puisque, a priori, si vous êtes sur Coris Money, c'est comme si vous avez un compte. Voilà, on se dit que vous êtes arrimé à la banque. Voilà, et tous les services que la banque peut offrir, vous pouvez y avoir accès d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ça, l'avenir c'est ça. Et aujourd'hui, comment les banques font cette mutation? Est-ce qu'elles vont le faire en solitaire? C'est-à-dire, est-ce que chaque banque va développer sa propre... avec une obligation de vase communicant. Voilà. Ou bien on va créer un système plus large où tout le monde pour amplifier. Mais ça c'est un débat qui reste à mener. Mais déjà les banques sont en train de s'adapter. Ils sont en train d'innover, c'est vrai que les banques ne peuvent pas être partout. Parce qu'une agence, ça coûte très cher. Donc, quels sont les relais? Les relais, ce sont les paiements mobiles que certaines banques sont en train de mettre en place. Il faut avoir des relais. Il faut aussi, et ça c'est très important, il faut que peut-être qu'ils essaient de voir si une partie de leurs activités ne peut pas être cédée à d'autres acteurs. Avoir en partage un certain nombre d'outils qui permettent à des gens qui sont sur le terrain d'être vos relais, moyennant effectivement un partage de charges. Ça va permettre de densifier un peu les utilisateurs des nouveaux systèmes financiers qu'on va mettre en place. Maintenant, le risque, c'est quoi? Il y a un gros risque parce que si les banques s'adaptent, les banques sont obligées de s'adapter. Si elles s'adaptent, elles font un peu de la fintech. Donc, c'est les startups qui créent des innovations, c'est ça qu'ils vont capter pour mettre dans les circuits. Si ça se passe comme ça, c'est bien. Mais quand les fintech grossissent, elles peuvent aussi chercher à avoir des agréments pour faire un certain nombre de choses. Est-ce que là, il n'y aura pas de concurrence? Ça aussi, c'est un débat pour l'avenir qu'il faut voir. Comment on peut intégrer, pour ne pas qu'il y ait la concurrence entre les banques et les fintech qui vont créer des innovations. Comment on fait? Est-ce qu'on intègre? Comment on réglemente? C'est ça. Pour ne pas casser la dynamique. Et on le voit déjà même quand vous regardez un peu sous nos cieux, parce qu'ailleurs ils ont un peu fonctionné autrement, téléphonie mobile, j'ai dit mobile money, et puis banque. Vous voyez que
on se marche un peu sur les plates-bandes jusqu'à ce qu'on demande par exemple ailleurs, si vous voulez faire du mobile money, il faut que vous soyez adossé clairement à une banque, mais que vous soyez une banque. Et ça fait qu'il y a beaucoup qui ont créé en leur sein un genre de banque. Donc il y a des dépassements de fonctions qui commencent à venir et ça devient un peu... Vous ne pouvez pas citer un exemple. Vous avez vu que Orange, par exemple, qui est dans le transfert aujourd'hui, est en train de créer une structure bancaire pour essayer de gérer tous ces flux-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est face à ces innovations technologiques, vous savez que les Africains, par définition, sont très prudents. Ils préfèrent avoir l'argent sous son matelas que de mettre ça dans les mains de quelqu'un à qui n'a pas confiance. Donc, ces nouvelles technologies qu'on met en marche, il faut que la réglementation soit telle que, effectivement, ça inspire confiance pour que les gens puissent, effectivement... David. Moi, je prends justement le pan en parlant de la réglementation. C'est vrai d'un côté, on demande aux banques de s'adapter, ce qui est tout à fait juste, mais sous nos cieux à forte coloration informelle, est-ce que dans cette lutte pour l'inclusion financière-là, l'État n'a pas un rôle, j'allais dire un gros rôle à jouer ici? Parce que quand on prend nos économies, c'est fortement informel. Et le plus souvent, l'une des causes, l'une des explications du fait de la non-inclusion, c'est parfois ce problème de l'informel là. Bon, je pense une des solutions, c'est dans la réglementation. Parce que quand on dit système informel, ça veut dire qu'il n'y a pas de traces. Voilà. Quand on dit formel, ça veut dire qu'il y a des papiers, il faut identifier les acteurs. C'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas la paperasserie, mais on est en matière de finance, il faut des traces, il faut des preuves. Donc je pense que petit à petit, aujourd'hui, pour avoir une SIM avec Orange Money ou je ne sais pas quelle structure de transfert d'argent, vous avez besoin d'être clairement identifié. Voilà, donc vous laissez des traces, vous avez un compte qui vous permet de faire ce genre de transaction. Donc petit à petit, on va obliger les gens à rentrer dans ce système-là. Maintenant, il ne faut pas obliger les gens à rentrer dans le système et les enfermer dans un système qui ne leur profite pas. C'est pour cela, l'intérêt de la technologie, c'est ça. Si vous les intégrez dans le système financier, j'allais dire moderne, innovant là, il faut que ça corresponde effectivement à leurs besoins et que ce ne soit pas, j'allais dire, comment on dit ça, des services pas trop chers. Voilà, parce que ça aussi, c'est ça qui bloque souvent l'accessibilité. Moi, il y a des gens qui viendraient peut-être pour prendre un crédit de 20 000. Le petit vendeur de kiosque, souvent il a besoin juste de 50 000 francs pour qu'il peut rembourser en 2-3 mois. Comment on gère ça dans un système? Aujourd'hui, dans un système normal, il va aller à la caisse ou pas à la banque déjà, il va aller à la caisse, on va lui dire bon, CNIB, adresse le lieu où on va venir visiter, avec tous les tralala que cela se pose. Ça décourage. Donc c'est pour ça que je parle d'adaptation. Il faut que justement les services et les prestations qu'on va offrir s'adaptent aux clients. C'est pas aux clients de faire l'effort de s'adapter. C'est les prestataires de services qui doivent comprendre les besoins des clients et s'adapter à ces besoins-là pour leur proposer des services qui correspondent vraiment à leurs attentes. Et quand on parle de ce rebranding forum, on a vu qu'il y a vraiment de fortes têtes. Quand je parle de têtes, c'est vraiment des têtes d'affiche qu'on a vues qui, dans le domaine de la finance, de l'économie, sont des gens qui sont calés et qui sont des professionnels dans le métier qui viennent partager les expertises. On a des pays qui ont fait le déplacement, j'ai parlé de délégations qui sont très fortes, je pense qu'il y avait Cameroun, je pense qu'il y avait un président aussi qui a fait Sierra Leone qui était présent comme je le disais au départ. Vous dites quoi ça? La participation à ce forum, comme le Rebranding Africa Forum, ça apporte au pays, ça apporte même aux structures non étatiques? Pour les pays, c'est important. Et au-delà des pays, c'est même tous ceux qui y vont. Parce que vous savez qu'on se lève comme ça pour aller à un forum. Quand vous allez à un forum, vous dites, bon, ça va me coûter quand même... qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je vais chercher? Donc, les pays font... Et même les participants font ce calcul. Par exemple, pour le Burkina, vous avez... Vista qui était là, pour ne pas l'assister, et d'autres banques, SGBF que j'ai vu, on a eu à rencontrer des gens. Il y a des entreprises burkinabées qui étaient là. Mais pourquoi ils y vont? Ils ne vont pas pour se balader, ils vont pour... Non seulement il y a l'intérêt du thème, parce que ça coïncide avec leurs préoccupations, mais derrière, vous avez presque toutes
grosses structures qui sont là. Les échanges de cartes, les contacts, les rendez-vous qu'on peut poursuivre après. C'est ça, le B2B, c'est très important. C'est ce que les gens vont faire. Mais si on prend par exemple l'exemple de la Sierra Leone, c'est extraordinaire. Ce que nous, Africains, on a appris de la Sierra Leone. Le président a tenu à se déplacer parce qu'il dit que c'est une opportunité incroyable pour son pays. Il est venu avec une forte délégation. Ils sont venus à l'avance et ils ont participé presque à tous les panels. Ils ont échangé, ils ont présenté leur pays. Voilà un pays qui sort des guerres et il a fait le bilan, qui est rentré en phase démocratique et aujourd'hui qui est en train de chercher des financements pour développer son système éducatif, son économie, ses infrastructures. Il vient, il a des interlocuteurs sur place, il vend son programme. Il y a quelqu'un qui disait, toute comparaison, toute raison gardée aussi, que c'est un peu le Davos. Parce qu'il y a des très, très grandes personnalités économiques qui étaient là. Et en face, vous avez des gens qui ont des préoccupations, qui viennent faire, entre guillemets, leur marché. Et pour la Sierra Leone, c'est très intéressant parce que quand on parle d'inclusion, ou même quand on parle d'inclusion, parce qu'il y a un orateur qui a dit, et je pense que c'est le CEO de Lilium Capital qui dit non, qu'au-delà de l'inclusion financière, faisons de l'inclusion sociale. C'est notre niveau. Voilà, par exemple, eux, c'est un pays en guerre. Eux, c'est un pays qui est sorti de la guerre, qui est en train de se reconstruire. Il y a de la scolarité, il y a des handicapés qu'il faut gérer de la guerre. Vous vous rappelez les affres de la guerre avec les manches, coups de manche. Oui. Vous voyez, donc il y a tout ça à gérer et je pense que c'était une opportunité pour ce pays-là de se vendre entre guillemets. En tout cas, merci d'avoir partagé ce sentiment après la participation à ce Rebranding Africa Forum, 9e édition. C'est sûr qu'il y a la 10e qui vient. Et donc, on verra encore le contenu que cette équipe choc de Thierry Haute mettra. Sur le thème du 10e, je crois qu'ils ont arrêté le thème, c'est construire ensemble l'Afrique, le 10e. En tout cas, toujours vendre l'Afrique en permettant à certains de se déplacer au cœur de l'Europe et pour certains vendre, comme vous le disiez tout à l'heure, leur programme et pour d'autres partager aussi leur expérience. En tout cas, merci Abdoulaye Tao d'être passé sur le plateau. Voilà, Abdoulaye Tao de l'économiste du Faso et c'est sûr que vous aurez tout ce qui s'est passé aussi à Rebranding Africa Forum en lisant l'économiste du Faso. Merci d'être passé. Merci. David, on va fermer la partie économie de ce JDS. On va ouvrir une autre, cette fois-ci c'est celle société. Pour parler société, il faut dire que le clap de fin de la 20e édition du CNAC, entendez, Semaine nationale de la citoyenneté, de la CNAC, a été donné. La clôture, elle est intervenue ce vendredi 27 octobre à Ouagadougou. Et durant une semaine, donc, il faut le rappeler, le pays a vibré au rythme de cette édition à travers plusieurs activités. La semaine de réflexion qui se termine donc par une note positive selon les organisateurs. Et nous y revenons ici avec évidemment les jeux concours et c'est Alexis Belemnaba. Les rideaux sont tombés sur la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Les lauréats des différents jeux concours sont connus. Le grand prix de l'engagement citoyen est décerné à Seydou Bikiega, dit Seydou Nagrengo, pour son engagement au développement du Burkina Faso. Avec une moyenne de 18 sur 20, le tradit praticien reçoit un chèque d'1 million de francs CFA, une attestation de reconnaissance et un trophée. Le prix de l'intégration, lui, revient à l'APIA, l'Association pour la promotion de l'intégration africaine. Avec une moyenne de 16,95 sur 20, elle repart avec une attestation de reconnaissance et un chèque de 500 000 francs CFA. Pour le président de cette organisation, cette reconnaissance est le couronnement de leurs efforts dans la promotion de l'intégration sous-régionale. Je pense que c'est le résultat de tous les efforts que nous avons toujours fait pour promouvoir l'intégration, que ce soit au Burkina ou dans les 6 autres pays dans lesquels nous sommes représentés. Forcément, ça nous engage à faire plus et à garder toujours le cap et étendre nos activités, en tout cas dans plusieurs domaines d'activité, afin de tenir compte de toutes les composantes de la société.
À cela, il faut ajouter les prix spéciaux décernés par le chef du gouvernement. De ce côté, c'est Honoré Il-Boudou du plateau central et l'association Burkindi du centre-nord qui repartent avec ces prix. Ils reçoivent des attestations de reconnaissance et un chèque de 500 000 francs CFA chacun. Pour Honoré Il-Boudou, le contexte national oblige l'engagement de chaque acteur dans son domaine. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à Dieu puisque je ne m'y attendais pas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et je suis dans la joie. Maintenant, un mot par rapport à l'engagement citoyen, je dirais que c'est un don de soi pour, en tout cas pour le bonheur de son prochain et de son pays. Et je me dis qu'actuellement, dans le contexte actuel, le Burkina Faso en a besoin. Pour ce qui est des prix du jeu concours sur le civisme, ils sont plus d'une trentaine d'élèves des 13 régions, dont 3 meilleurs nationaux à recevoir ces prix. Pour le ministre en charge de la justice, cette 20e édition a connu un franc succès. Il appelle la population burkinabé à faire bloc autour des autorités pour bouter hors des contrées burkinabés leaders terroristes. Aujourd'hui, vu notre contexte actuel, c'est le moment d'appeler d'abord, d'une part, à l'union sacrée des filles et fils du pays, du Burkina Faso, autour des autorités pour venir à bout de l'insécurité que nous vivons. Deuxièmement, la Semaine nationale de la citoyenneté appelle vraiment au patriotisme de chaque Burkinabé pour qu'il se lève debout et combattre pour sa patrie. Les activités organisées durant cette 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté ont permis aux populations de s'approprier les valeurs de citoyenneté responsable en vue de la reconquête du territoire national et de sa sauvegarde. En plus, les réflexions menées au cours de la présente édition ont permis de faire un diagnostic clair sur les défis liés à la montée de l'incivisme et ses conséquences négatives sur la paix et la stabilité au Burkina Faso. Après cette partie société, on passe au sport. Parlant de sport, une rentrée au pays, celle du champion Cheikh Ahmed Al Hassan Sanou, alias Iron Bibi, qui est rentré après ce record ô combien intéressant du 21 octobre dernier en Écosse, où notre champion du monde Locklift a encore battu son propre record. Le natif de Bobo Dioulasso avait soulevé quand même une charge de 230 kg et normal qu'à son retour, il soit accueilli en héros. Nous y revenons ici. L'homme le plus fort du monde est de retour dans son Faso natal. Après son exploit, le 21 octobre dernier, Cheikh Ahmed Hassan Sanou, alias Iron Bibi, le champion du monde de Locklift, a regagné Ouagadougou ce samedi. L'homme au quin triplé est accueilli en fanfare à sa sortie par une foule immense. Une joie pour les briseurs de barrières, le volontaire pour la défense de la patrie. Un 5e titre, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est pas évident, non seulement de pouvoir défendre son titre chaque année, mais d'en avoir jusqu'à 5 et briser le record 2 fois, c'est vraiment une bénédiction. Et je ressens vraiment le soutien de tout le peuple burkinabé. Comme on dit en anglais, à back it up. Ce que je dis, je le fais. Et tout individu doit prendre ça comme exemple. Le fait de se fixer un objectif et l'atteindre. Supporters des étalons, amis et parents, partenaires et sans oublier les premiers responsables du sport qui ont pris d'assaut l'aéroport de Ouagadougou disent merci aux champions du monde. 5 fois champion du monde, il n'est pas permis à n'importe qui de le faire. Franchement, je pense que c'est une fierté nationale. C'est le sentiment que nous avons actuellement aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons voulu traduire par notre présence. Bien sûr, le ministre en charge des sports aurait bien voulu être là, mais comme tenu du calendrier un peu indépendant de sa volonté, il a souhaité que nous venions témoigner notre reconnaissance et nos vives félicitations à notre champion du monde, Iron Bibi. Aujourd'hui, on espère que cela va faire émule et qu'il y aura d'autres Burkinabés, d'autres jeunes, d'autres enfants qui aujourd'hui seront aussi des
Aaron Bibi ou de Hugues Zango dans les différents domaines, que ce soit dans le strongman, le foot, l'athlétisme, la lutte, peu importe, tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut rendre des Burkinabés fiers, tout ce qui peut vendre une image positive, il faut qu'on ait des talents et Canal Plus est là pour accompagner et révéler les talents dans tous les domaines. Aaron Bibi est allé également au mémorial Thomas Sankara après son accueil. Le champion du monde dit venir se recueillir auprès du père de la Révolution. Comme il est dit, tout Burkinabé doit accepter que le sang de Thomas Sankara coule dans ses veines pour se reconnaître fils du pays. L'on se rappelle, Aaron Bibi a soulevé une charge astronomique de 230 kg le 21 octobre dernier au championnat du monde de log-lift en Écosse. Le 5 fois champion du monde a battu en même temps son propre record. Parlons cyclisme à présent avec la troisième étape du Tour du Faso ce dimanche. Cela a été couru donc aujourd'hui 29 octobre à Ouagadougou. Il faut dire que le circuit a été réduit à 138 km et couru sur un circuit fermé. Et cette étape a été remportée par le Belge Rutger Vouter. Bon, je coche son nom peut-être, mais c'est bien lui qui l'a remporté. Le Belge Wouter Rutger remporte la troisième étape du Tour du Faso couru à Ouagadougou sur le boulevard Thomas Sankara dans un circuit fermé de 10 tours, soit au total 107 km parcourus. Il y a eu 2 points chauds. Le premier a été disputé au deuxième passage sur la ligne et remporté par Wouter Rutger. Le deuxième point chaud, disputé au 5e passage, et Sabaï Ibrahim du Maroc passe en tête. Au sprint final, après les 10 tours, le Belge Wouter Rutger arrive en tête et remporte l'étape. Grâce à sa victoire d'étape et sa bonification au premier point chaud remporté, il récupère le maillot jaune des épaules de Paul Daumont, arrivé 4e à cette étape. J'ai pensé que c'était échappé aujourd'hui pour la victoire, mais c'était un sprint massif. Ça serait toujours très dangereux et très difficile pour gagner. C'est toujours très dangereux aussi. Oui, c'est très proche, mais nous avons 3 Belges pour le classement général. C'est maintenant très bon, mais on verra jour par jour. L'objectif pour les Belges à ce tour était de remporter les victoires d'étape selon l'entraîneur. Pour lui, la Belgique a pour mission d'être première à chaque arrivée. Oui, gagner l'étape, c'est tout. Parce que c'est le 3e jour et on n'a pas gagné. Je ne suis pas habitué de ça. Moi, je veux gagner les étapes, c'est tout. Le classement général, ça ne m'intéresse pas. On veut gagner les étapes. Uniquement les étapes? Oui. On prend ça avec, mais ça ne m'intéresse pas. De gagner les étapes, c'est tout. Paul Daumont perd le maillot jaune, le maillot le plus convoité, avec 3 secondes de retard, mais garde sur ses épaules le maillot vert, le maillot au point. Pour le directeur technique national Martin Sawadgo, avec 3 secondes de retard, rien n'est encore perdu. Au niveau de l'arrivée, il fallait le 16 qui était à 9 secondes, il fallait que lui, pour rentrer le minimum 3e, parce qu'il a enlevé déjà 2 secondes, et être premier, ça fait 10 secondes. Et c'est ça qu'il a pris. Et puisque si vous prenez le règlement ICI, si tu viens premier à l'étape, tu as 10 secondes, le deuxième tu as 6 et le troisième 4e. Donc le troisième il a 4 secondes. Donc il fallait que pour rentrer 3e pour pouvoir conserver son maillot. Voilà, donc mais il est venu 4e. Bon, à l'étape, donc il n'a pas de bonification. Et du coup, le Belge qui était à 9 secondes a pu récupérer le maillot. Mais du reste, c'est 3 secondes seulement de différence. Et je pense que la suite, le tour, c'est plusieurs étapes. Donc je pense que demain, on pourrait en tout cas rebondir. Le Belge Wouter Rutger remporte cette 3e étape en 3 heures, 9 minutes 28 secondes, avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Le maillot des sprints intermédiaires a été arraché également à Vincent Mouni par le Marocain et Sabaï Ibrahim. Vincent Mouni s'en sort avec le maillot du meilleur jeune et l'écharpe du fair play revient à Steve Ariol du Cameroun. La 4e étape, Ouagadougou-Koupéla, est longue de 136 km 800 et il y a 3 points chauds à disputer. Le premier à Koupila, le deuxième à Mokteto et le 3e à Zorgo. Tour du Faso donc qui bat son plein et nous y restons en termes de sujet.
est invité sur ce plateau pour parler justement cyclisme avec moi. C'est Moussa Ramdé, il est directeur de publication de CS Média. Bonsoir. Bonsoir, et je suis très content d'être à Troy TV. Ah oui, un plaisir partagé pour avoir évidemment votre lecture de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est déjà à la troisième étape avec cette fois-ci, on l'a vu tout à l'heure, cette victoire du Belge. Et quand on regarde, est-ce que au fond, on dirait que ça devient un peu plus compliqué pour Domo, mais c'est trop tôt? Je pense que c'est un tour qui est très ouvert d'ailleurs, parce que vous savez que les habitués des grandes nations, beaucoup ne sont pas là cette année. Notamment, je vais faire allusion à l'Allemagne, à la Suisse qui était très très présente lors de l'édition précédente. Il y a aussi l'Afrique du Sud, etc. L'Algérie même qui pourrait aussi imposer cette rivalité. Malheureusement, ils ne sont pas là, mais ça n'a pas enlevé quelque chose sur le niveau, parce que ça dit que l'absence de ces équipes-là laisse le boulevard à toutes ces équipes prétendantes au titre de cette de compétition à pouvoir se positionner. Et je pense que les Burkinabés l'ont affiché dès les premières étapes, notamment du côté des Pau avec Paul Domon qui remporte cette étape-là. Je pense que avec ces deux étapes, le Burkina montre clairement que à l'absence des autres, il faut profiter, mais c'est sans oublier que les Belges et surtout les Marocains sont là, parce que quand vous regardez sur les trois étapes, la Belgique a toujours terminé sur le podium. Et je disais tout simplement que c'était un message qu'ils ont envoyé aux étalons. Bon, je ne sais pas si ça a été décortiqué, mais voilà la conséquence, parce qu'ils se sont rattrapés. Parce que quand vous regardez la première étape, la Belgique termine le même Rutger Wouter qui termine deuxième après Paul Domon. La deuxième étape, c'est Wallace Helen qui termine deuxième de la Belgique, suivi encore par le même Rutger Wouter qui termine troisième. Donc ça veut dire que sur les trois étapes, la Belgique a su positionner sur le podium. Donc c'est une concrétisation de leurs efforts qui est aujourd'hui la victoire de la Belgique. Et vous remarquez encore que le Maroc se positionne également, parce que quand vous regardez aujourd'hui sur le podium, 2 Marocains qui terminent. Donc ça veut dire que vraiment ce Tour du Faso là réserve beaucoup de surprises. Et je pense que c'est au Burkinabé de prendre les choses au sérieux. C'est vrai que quand on parle cyclisme, on voit souvent celui qui a le maillot jaune, mais derrière, il y a une construction, une stratégie d'équipe. Bien évidemment. Vous parlez des Belges, on a à chaque fois deux qui sont sur le podium, ça veut dire qu'ils arrivent à se placer. Est-ce que, pour ce qui est de l'équipe burkinabé, on est à part Domon, avec d'autres qui peuvent permettre toujours ce positionnement-là qui peut être intéressant pour nous? Bien évidemment, c'est chaque équipe a sa stratégie. Vous savez que l'équipe du Burkina Faso, notamment quand vous regardez la victoire d'hier, c'est une victoire d'équipe. Parce que dès le premier point chaud c'est pas ça à TEC, les deux Burkinabés se sont échappés accompagnés d'un Camerounais. Donc les deux Burkinabés ont roulé en faisant croire aux autres que ils peuvent arriver. Maintenant, les autres équipes qui étaient là ont pour trouver l'énergie pour pouvoir poursuivre ces échappés. Donc ça a permis à Paul Domon et les 3 autres coureurs burkinabés de se reposer, de suivre le peloton. Mais à l'arrivée, Paul Domon profite pour s'échapper. Donc la stratégie des Burkinabés, c'était quoi? C'était d'avoir une arrivée groupée. Parce que dans une arrivée groupée, Paul Domon est très fort dans les sprints. Et donc lorsque le peloton arrive groupé, évidemment que Paul Domon a les fortes chances de pouvoir remporter l'étape. Donc voilà la stratégie qui a payé surtout hier. Également aujourd'hui, je pense que c'est ce même travail qui a été fait, sauf que à l'arrivée, effectivement, il y a un Belge qui a été encore plus rapide, plus fort que Paul Domon. Mais je pense que la victoire du Burkina Faso hier, c'était une victoire d'équipe. Et je pense que en cyclisme, c'est aussi l'équipe, la solidarité des coureurs qui permet de remporter. Sinon, vous ne pouvez pas prendre votre vélo et rouler si les prétendent gagner quelque chose. Ça, c'est bien dit. Et quand on regarde aussi, c'est vrai que c'est un 34e Tour du Faso qui est en train d'être organisé. On a dit, bon, c'est comment on appelle cela, c'est le Tour du Faso de la résilience. C'est qu'il y a beaucoup, on va dire, d'enjeux à l'intérieur. Pour vous, les enjeux sportifs, ça sera quoi pour nous aujourd'hui? Je pense que le Burkina Faso a gagné déjà en organisant cette compétition. Quand je dis qu'il a gagné, c'est déjà le fait qu'on montre à l'image du monde entier que le drapeau peint en rouge n'est pas forcément vrai. Si. Parce que vous savez bien
qu'il y a des zones effectivement qui sont difficiles à fréquenter. Mais ce n'est pas tout le Burkina Faso. Les Burkinabés vivent malgré ce qu'on nous attribue. Moi, j'ai eu la chance de faire des directs en ligne sur Facebook. Je vois des gens qui nous suivent depuis Haïti, depuis Koweït, depuis le Canada, les États-Unis, la France, partout dans le monde. Et souvent, on est étonné que certains réagissent en disant, mais attends, le Burkina Faso, quand même, on peut faire du tout là-bas. Donc, ce qui veut dire que en faisant effectivement, en organisant ce tour-là, c'est un message fort que nous envoyons au monde entier pour dire le Burkina Faso est fréquentable. Quelle que soit la situation, le Burkina reste debout. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de choses non dites, notamment la participation des partenaires. Il y a eu des équipes qui n'ont pas pu participer. Peut-être par crainte de la situation sécuritaire, on ne sait pas. Mais c'est une manière de dire aux gens que ceux qui sont venus, ils seront bien accueillis, ils seront bien traités, et c'est le Burkina Faso qui reste debout. Donc ça, c'est la première victoire. Donc voilà pourquoi je salue les autorités qui ont eu l'initiative d'organiser cette compétition. Parce qu'en n'organisant pas cette compétition, c'est une manière de dire à nos ennemis, de dire à tous ceux qui nous découragent dans notre lutte-là, que évidemment, vous avez raison, parce qu'au Burkina, on ne peut pas circuler entre deux villes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette première victoire-là qui est là. Cette deuxième victoire, que je pense que c'est possible également, c'est sur le plan sportif. Donc, notamment, avoir un maillot jaune, ça sera aussi bien avec Paul Dumont qui est très bien en jambes. Et je pense que le ministre l'a bien souligné la dernière fois, le Burkina Faso s'est mieux préparé. Quand vous regardez les coureurs burkinabés, vous sentez qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont quelque chose en jambes. Et cette année, j'ai été à plusieurs reprises sur plusieurs compétitions du tout, plusieurs compétitions, notamment sur Charles de Gaulle, notamment, il y a le Tour de la Reconquête, etc. Il y a eu beaucoup de compétitions qui ont permis aux étalons de mieux se préparer. Donc, ce n'est pas pour rien que quand vous écoutez les Belges, ils vont vous dire, Paul Dumont, il est très fort. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour dire qu'on a les chances pour conserver ou bien pour remporter ce maillot jaune, parce que ça fait depuis 2018, je pense, que le maillot jaune nous fuit. Donc, j'ai vu des gens aussi qui pensent que quand le Burkina a remporté les 2 étapes successives, c'est parce que le niveau n'est pas élevé. Je dis non. Quand vous regardez le classement général, le Burkina est 4e. Donc, il y a même le Cameroun devant le Burkina Faso. Quand vous regardez le classement disons, le classement général, je vais dire, le Burkina, il y a Paul Dumont qui est 2e, mais le 2e burkinabé vient à la 7e place. Donc, ça, c'est le classement général par, disons, compétiteur. Mais le classement général par équipe, le Burkina Faso se retrouve à la 4e place. Donc, vous avez la Belgique, le Maroc, le Cameroun, et le Burkina arrive à la 4e place. Donc, c'est pour dire que le niveau est très élevé. Et les étalons doivent prendre ça au sérieux. Et tous ceux qui aiment le cyclisme doivent encourager cette équipe-là. Ce n'est pas parce que la France, la Belgique, disons, l'Afrique du Sud ou la Russie n'est pas venue que le niveau a diminué. Bien au contraire, c'est une compétition ouverte. Mais justement, à part les Marocains et les Belges, qui il faut craindre? Il faut craindre tout le monde. Je pense actuellement, comme je vous l'ai dit, quand vous regardez le classement général, le 2e burkinabé, il est à 7e. Je pense que c'est Rawende Moukaïla. Donc, ce qui veut dire qu'on a notre cartouche fétiche qui est Paul Dumont. Si quelque chose arrive à Paul Dumont, je pense que ça sera catastrophique pour le Burkina. Donc on a intérêt à le protéger. Et au-delà de lui, quand vous regardez aussi la distance des points, je pense que c'est pas aussi des temps, pardon, c'est pas aussi assez élevé. Donc ça veut dire que celui même qui est à la 12e place peut se retrouver effectivement à la 1re place. Donc ce qui veut dire qu'on doit craindre tout le monde, on doit prendre au sérieux, on doit travailler en équipe. Surtout, le travail d'équipe est très important. On connaît les forces de Paul Dumont, il faut travailler à le mettre dans les bonnes conditions, comme ce qu'on a fait lors de la 2e étape, parce que c'est ce travail d'équipe qui a permis à Paul Dumont de remporter. Donc il faut encore multiplier cette stratégie-là, mais également travailler. On a d'autres coureurs qui peuvent aussi faire la surprise. Donc je pense qu'il y a des équipes comme le Mali qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Malheureusement, le meilleur coureur malien, Yaya Diallo, qui a fait d'ailleurs sa formation en Afrique du Sud, n'est pas de la partie. Sinon, c'est un élément à craindre. Mais il y a également la Côte d'Ivoire qui est avec Isiaka Cissé, avec Abou Sanogo, qui sont aussi très forts. Je pense qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. D'ailleurs, j'ai croisé un confrère ivoirien qui nous disait que les Ivoiriens sont venus par la route. Ils étaient fatigués, ils sont en train de récupérer. Donc, on doit s'attendre à une grande équipe de la Côte d'Ivoire à partir de la 4e, la 5e étape à venir. Donc, c'est pour vous dire que les étapes à venir seront encore amplement disputées. Vous disiez quelque chose, il faudrait que les Burkinabés soient derrière les étalons, hein, parce que c'est quelque chose qui change dans la donne. Bien sûr. Surtout que le cyclisme, ça, c'est encourager le long de la voie, c'est tout. Et je pense qu'il y a des innovations quand même qui ont été apportées pour ce qui est du circuit même cette année, avec
une forte présence quand même dans les parcours de Ouagadougou, ça doit pouvoir apporter. Bien évidemment, je pense que on parlait de la résilience. Lorsque vous êtes au cyclisme, vous voyez l'amour que les Burkinabés ont pour cette nation, pour le drapeau. Parce que quand vous voyez en plein midi des gens alignés au bord de la route pendant plus de 2 heures pour voir rien que les cyclistes circuler, je pense que c'est très fort. Donc, encourager effectivement. Aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux qui sont sortis, ils n'étaient pas contents parce qu'ils attendaient à une victoire de Paul Domon. Donc, c'est pareil. Les étalons cyclistes, c'est la même chose comme les étalons footballeurs qui jouent et qui donnent la joie à ce pays. Je pense que le Burkina Faso, aujourd'hui, a un argument très puissant pour montrer au monde entier que tous ceux qui fuient le Burkina Faso ont tort. Et je pense que Paul Domon est en train de démontrer cela. Les étalons cyclistes sont en train de démontrer cela. À travers aussi Hugues Fabrice Zango, on voit qu'on est en train de montrer la résilience, on est en train de faire une autre diplomatie. Et je veux dire que le sport est un facteur très important dans la diplomatie des nations, surtout sur le plan politique. Donc, nos autorités gagneraient effectivement, surtout le gouvernement de la transition, qui a un enjeu très important sur le plan diplomatique, à miser beaucoup sur le sport, parce que le sport peut changer l'image que les gens attribuent à ce pays. Évidemment, on a des drapeaux qui flottent haut et évidemment ça, on va citer quoi là, on a beaucoup d'autres athlètes qui permettent donc à ce pays-là d'être vu de façon très positive et il y a surtout du Faso qui est en train de se jouer et qui montre un autre visage du Burkina et c'est tout ce que nous attendons. Ouais. Vous pour la suite, vos pronostics c'est quoi? Je vous le disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas pronostiquer parce que quand je regarde la compétition, je veux bien évidemment, je pense qu'en cyclisme tout est possible. Parce que comme je vous le disais, vous pouvez démarrer et puis tout de suite vous avez une crevaison et puis c'est fini pour vous. On parlait tout de suite de Paul Domon qui est l'espoir du Burkina Faso. Imaginez une crevaison de Paul Domon qui n'a pas été réparée à tôt ou bien une chute de Paul Domon. Tout est gâché. Donc c'est pour vous dire tout est possible. Prions. Voilà pourquoi la solidarité des Burkinabés est très importante. Restons derrière cette équipe. Prions pour qu'ils puissent arriver à la destination souhaitée. Et je pense que je pense que cette année c'est ouvert. Paul Domon a vraiment des chances pour remporter le maillot jaune, mais aussi, sans oublier les Belges, les Marocains et également les Camerounais qui sont aussi présents. En tout cas, on a des challengers en face. Ce qu'on va espérer, c'est que nos étalons donc, se comportent de la meilleure des façons. Et évidemment, il y a tout cet espoir-là qu'il y a sur l'épaule de Paul Domon. Et on attend bien. En tout cas, merci à vous, Moussa Ramdé, d'être passé. Merci. Ça a été un plaisir de décrypter cela. C'est encore la 3e étape. Mais on va suivre petit à petit et voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de CS Media. Exactement. C'est aussi ce qui met un point final à notre JDS, au journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Je vais vous retrouver dimanche prochain pour d'autres actualités et d'ici là, ce qu'on souhaite, c'est de bien se porter. Au revoir.